Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, 6 février, est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines. Pour marquer cette journée super importante, l'association Excision Parlons-en organise aujourd'hui même un événement digital nommé Battante, une journée pour changer le discours sur l'excision. Vous les trouverez toute la matinée sur leurs réseaux sociaux. Ils sont présents à faire des lives et d'autres et différentes activités. Nous, en ce qui nous concerne, on va rencontrer Ramata Kapo, présidente de l'association Excision Parlons-en, avec laquelle on va discuter pour en savoir un peu plus sur cet événement, sur le pourquoi du thème battante et aussi sur est-ce que c'est vraiment possible de changer le discours sur l'excision. Women Talk That Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but, libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi? Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue! Salut Ramata, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Moi, je suis contente d'être là. Ça va, merci. Donc, bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Ramata, donc pour parler de l'événement, mais aussi de l'association, sur ce que vous faites. Donc, juste avant, on va commencer par les questions de base. Est-ce que ça te dirait de te présenter un petit peu? Oui, avec plaisir. Donc, tu l'as déjà dit, mais je le répète. Donc, je m'appelle Ramata Kapo. Je suis militante contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement contre les mutilations sexuelles féminines, parce que c'est un sujet qui me concerne déjà personnellement et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout a commencé, en fait, quand j'ai découvert mon excision. Je voulais en parler. Mais j'avais pas beaucoup de personnes autour de moi parce que c'était un sujet qui est quand même assez tabou. Donc j'ai voulu créer une association avec des amis pour justement permettre à des femmes de se réunir pour juste parler de ce qu'elles ont vécu, qu'on puisse échanger nos parcours. Et puis cette association, elle s'est un peu essoufflée et en 2016, j'ai rejoint l'association Excision Parlons-en en tant que bénévole. Et dans cette association, j'avais comme mission de mettre en place des ateliers de sensibilisation dans les établissements en lien avec les enseignants auprès de jeunes de 12 à 18 ans à peu près, pour justement les sensibiliser sur la thématique de l'excision. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai rejoint ensuite l'association Excision Parlons-en en tant que secrétaire et depuis juin dernier, j'en suis la présidente et je suis ravie de tenir ce rôle. Félicitations, c'est un très beau parcours. Ça fait combien de temps que l'association Excision Parlons-en existe du coup? Ah oui, alors l'Excision Parlons-en, c'est une association qui a été créée en 2013 sur un constat, c'est qu'en fait, la thématique des mutilations sexuelles féminines était abordée par plusieurs associations, mais qui étaient un peu, on va dire, disséminées un peu sur le territoire. Et donc, et aussi, on avait beaucoup d'associations qui traitaient sur la thématique, mais qui étaient plutôt des associations anglo-saxonnes, notamment sur les sites sur le net. Et donc, cette association a été créée pour justement donner de l'information en langue française, donc dans la francophonie. Donc, l'objectif était donc de réunir plusieurs acteurs pour aborder cette thématique. Donc, Excision Parlons-en, c'est avant tout un réseau d'associations, donc qui est composé de plusieurs associations qui regroupent des experts, des médecins, des juristes, pour justement ensemble réfléchir sur comment on peut mettre en place des actions pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines. D'accord, c'est super intéressant parce que j'allais poser la question sur la mission de l'association, mais vous venez déjà de me le... Je peux aussi je vais vous en dire un peu plus, que nos missions principales, effectivement, il y a, comme je vous l'ai dit, la mutualisation d'expertise. Et bien, on a aussi une mission de plaidoyer, parce que l'objectif aussi, c'est que la thématique des mutilations sexuelles féminines soit présente
dans les agendas des décideurs politiques pour que ce sujet soit toujours abordé parce que en France, les mutilations sexuelles féminines concernent quand même encore 125 000 femmes en France et dans le monde, il y a 200 millions de femmes qui sont concernées par les mutilations sexuelles féminines et en Europe, ils sont à peu près 500 000. Et on sait qu'en France, on a 3 jeunes filles sur 10 dont les parents sont issus de pays qui pratiquent les mutilations qui sont à risque. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Mon excision, Oui. moi, je suis d'origine malienne. Je suis née au Mali et je suis arrivée en France, j'avais à peu près 2 ans. Donc, mon excision ne s'est pas passée en France, elle s'est passée dans mon pays d'origine, donc avant mes 2 ans. Et en fait, j'ai découvert mon excision lors d'une consultation gynécologique dans un cabinet gynécologique pour mon première consultation. Et c'est là que le gynécologue m'a dit Mademoiselle, vous avez été excisée. Et en fait, quand j'ai appris ça, bah, comme je ne savais pas ce que c'était l'excision, bah, j'ai pris l'information et puis c'est passé et donc j'ai un peu mis un petit mouchoir sur ça. J'ai pas cherché à comprendre et j'ai été à nouveau, été devant cette question. C'est, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, heu, un autre gynécologue de nouveau m'a dit que, étant donné que j'ai été excisée, je pouvais avoir, lors de l'accouchement, avoir des complications dues à mon excision. Donc c'est à partir de là que là, je me suis dit: «Ah, il y a quand même quelque chose». À 16 ans, on m'a déjà parlé de ça, donc j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que j'ai découvert que des mutilations sexuelles féminines, heu, c'était l'ablation, du clitoris, voilà, j'ai fait des recherches et par contre, je j'en ai pas parlé à ma famille parce que c'était quelque chose quand même, enfin, j'avais un peu honte, ça parlait de ma sexualité, je savais pas comment en parler à ma mère, donc du coup, c'est pas un sujet que j'ai abordé tout de suite. Aujourd'hui, on est le 6 février, c'est la journée internationale de tolérance zéro contre donc les pratiques de mutilation. Pourquoi cette date, elle est importante pour vous? Pour moi, elle est importante parce que déjà cette journée, c'est comme tu l'as dit, c'est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations féminines. Cette journée, elle a été créée en 2012 par l'ONU. Plusieurs pays l'ont proclamée. D'ailleurs, j'ai appris très récemment qu'il y a un État au Canada, je ne sais pas si tu es au courant, qui est le Keloda, qui ont également proclamé cette journée. Et je trouve qu'il est important que plusieurs pays puissent proclamer cette jour. Et en fait, cette journée permet aux associations, aux professionnels d'organiser des temps de sensibilisation et faire le bilan sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à l'égard des mutilations sexuelles féminines. Et pour l'association Excision Parlons-en, c'est aussi une journée très importante parce qu'en 2013, en 2014, nous avons organisé notre première conférence qui a réuni des personnalités internationales à l'Assemblée générale pour pouvoir parler des mutilations sexuelles féminines. Et cette journée a permis, on a eu des rencontres avec différentes personnalités à la fois publiques et institutionnelles. Nous avons eu à l'époque la présence d'une ministre et donc pour nous, c'est un jour très important. Depuis cette date, tous les ans, on organise un événement autour de la thématique des mutilations sexuelles féminines. Donc, à la fois, elle est importante parce que c'est un sujet qui concerne le monde entier et aussi, c'est une journée très importante pour Excision Parlons-en parce qu'elle marque un jour où on organise tous les ans un événement. Et cette année, à cause de la crise sanitaire, nous organisons l'événement, mais sous format digital. Bien sûr, après que votre sensibilisation, elle se fait tout au long de l'année, hein, c'est pas que le 6. C'est pas tous les ans on organise un truc et pendant ce temps-là on fait rien. Au contraire, tous les jours on est présent. On a différents outils. On a un site internet sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur les mutilations sexuelles féminines. On a également, en fait, on a 2 sites internet, un qui est un peu générique avec des informations et un deuxième qui est vraiment destiné aux jeunes adolescentes qui sont aussi à risque parce que on sait qu'en France, les mutilations sexuelles, c'est puni par la loi
et il est censé ne plus en avoir en France. Mais ce qu'on a constaté, c'est que pendant les retours au pays d'origine, pendant les vacances d'été, bah, souvent ces jeunes filles, elles sont à risque. Et donc nous, notre objectif vraiment, c'est de les sensibiliser, de sensibiliser leur entourage sur les risques qu'elles peuvent encourir. L'événement d'aujourd'hui s'appelle Battante. Pourquoi avoir mis l'honneur sur le mot battante? Bah, parce que en fait, Excision Parlons-en avec, ses adhérents, à l'issue d'une réflexion commune qu'on a eue, on s'est dit qu'il était important de faire un hommage à toutes ces femmes, qui se battent au quotidien, contre les mutilations sexuelles féminines. C'est surtout aussi qu'on a constaté, et ce qui est tout à fait normal, que, les les campagnes de sensibilisation, les discours sont beaucoup focalisés, sur les conséquences. Même si on ne minimise pas les conséquences, qu'ont, les mutilations sur, les femmes, on voulait vraiment mettre en lumière le parcours de femmes qui, au quotidien, se battent pour que, cette, pratique, néfaste et traditionnelle cesse. Donc c'est la raison pour laquelle, Excision Parlons-en et ses adhérents ont voulu, faire changer le regard, sur ces femmes. Parce que souvent aussi, bah, on les présente un peu, comme des victimes et on voudrait, montrer qu'il y a bien plus que ça. Effectivement, elles ont vécu, les mutilations, mais elles sont bien plus que des victimes et au quotidien, elles se battent. Il y en a certaines, par exemple, qui quittent, leur pays d'origine pour protéger leurs filles et qui arrivent en France pour leur donner ou en France ou dans d'autres pays pour protéger leurs filles et donc on voulait vraiment mettre en valeur toutes ces femmes. On voulait leur faire honneur, c'est la raison pour laquelle on a pensé à cet adjectif, battante qui fait aussi, un lien avec, le leadership, féminin. Les battantes, c'est pas uniquement, enfin, c'est les femmes qui l'ont subi, mais qui arrivent à surmonter cette épreuve pour être vraiment, enfin, pour montrer qu'elles ne sont pas que des victimes de mutilation, mais il y a aussi le fait que celles qui les aident à surmonter cette bataille, on peut aussi les considérer comme des battantes finalement. Bah, en fait, toutes les femmes, peu importe ce qu'on a vécu, on est des battantes au quotidien, en fait. Donc nous, notre objectif vraiment, c'est de mettre en valeur ces femmes qui ont fait un parcours de résilience pour se reconstruire et pour, montrer qu'au-delà de ce qu'elles ont vécu, enfin ce qu'elles ont vécu, elles en ont fait une force. Comment on fait pour changer du coup ce regard qu'on a sur l'excision? Non le discours, mais le regard sur l'excision. Quand on dit changer le regard sur l'excision, on veut juste légèrement le détourner et se focaliser sur celles qui ont vécu. Parce que souvent, on parle des mutilations sexuelles féminines, on parle des conséquences, on parle de la résistance de certaines communautés à ne pas vouloir arrêter, mais pour nous, il est important aussi de mettre le regard sur le parcours de ces femmes qui ont mis tout en œuvre pour justement se reconstruire au-delà de ce qu'elles ont vécu. Donc c'est pour ça qu'on parle du regard. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est le rôle de chacun. C'est aussi une façon de parler de ces femmes, ne pas les stigmatiser, de ne pas stigmatiser non plus les communautés, mais de continuer à condamner l'acte sans stigmatiser à la fois les communautés et aussi les femmes qui ont vécu ça. Parce que souvent, quand on a été excisé, moi je suis la première concernée, souvent on a un peu ce sentiment de honte, on a l'impression qu'on est un peu mis de côté, qu'on est montré du doigt par rapport aux termes qu'on utilise. Et nous, chez Excision Parlons-en, on a vraiment un point d'honneur à ne pas utiliser des termes comme sauvage, comme barbare ou comme coutume d'un ancien temps, parce qu'on ne veut pas non plus stigmatiser les populations, parce qu'on a des traditions chez nous qui sont, même dans toutes les communautés qui pratiquent, qui ont des traditions qui sont bonnes, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et les mutilations sexuelles, c'est une tradition qui est néfaste, qui n'a aucune conséquence positif pour la femme, nous les connaissons, et donc nous, on le condamne à 100%, mais on veut quand même avoir un discours qui met en valeur tout ce que les femmes mettent en œuvre pour dépasser ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de regard. Quand j'entends parler de mutilation sexuelle féminine, ce qui me vient en tête, c'est crime contre l'humanité. Est-ce que pour vous, ça vous semble gros ou très fort comme mot, ou ça pourrait très bien aller
avec les pratiques. Mais Sarah, tu as tout à fait raison. L'excision, c'est un crime, c'est une atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la femme. C'est un acte qui est puni par la loi pénalement, donc c'est considéré comme un crime. C'est tout à fait normal. Mais la seule chose que je veux faire comprendre, c'est que en fait, on a tendance à plutôt se focaliser sur les bourreaux que sur les femmes elles-mêmes. La démarcation entre ce que les personnes font subir à ces femmes et ce que ces femmes sont en réalité. Comment dire, des manières de qualifier, souvent, ça nous, ça nous pousse dans nos retranchements. Donc c'est ça. Effectivement, les mutilations, c'est un crime, hein, personne ne dira le contraire, mais les femmes, elles ne sont pas uniquement ça. Voilà. C'est juste que ces femmes, elles ont plein de choses à dire et elles sont bien plus que ce qu'elles ont vécu et elles le démontrent au quotidien. Comment est-ce qu'on peut du coup, parce qu'il faut quand même qu'on en parle des mutilations sexuelles féminines, comment est-ce qu'on parle de ça sans victimiser les femmes, sans qu'elles se sentent comme des victimes à chaque fois? En fait, une chose est claire et nette, c'est que les mutilations sexuelles féminines, il faut faire la séparation entre l'acte et les femmes. Parce que souvent, par exemple, je vais te donner un exemple concret. On a l'impression qu'il n'y a qu'un schéma. Il y a autant d'histoires et de vécus que de femmes excisées. Et on a tendance à ne montrer que des histoires de femmes qui ont vécu des choses que je respecte, mais qui sont un peu dures. Et il y a aussi d'autres femmes qui ont vécu des mutilations sexuelles féminines, qui ont su se reconstruire, qui ont su dépasser ça et qui mettent en œuvre plein de projets pour justement dépasser ça. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on leur donne aussi la parole, qu'on sache qu'il n'y a pas qu'une histoire, qu'il y en a plusieurs et que chacune puisse se reconnaître dans ce qui est raconté. C'est-à-dire, il faut arrêter de stigmatiser parce que à force de stigmatiser, on crée, je pense, l'effet contraire et les communautés se replient sur ces pratiques et l'objectif vraiment, c'est de les sensibiliser, de leur expliquer les conséquences que ça et aussi de leur dire que c'est un acte qui est néfaste et qui n'a aucune conséquence positive sur la femme. Et les femmes en elles-mêmes, elles le savent en fait, parce qu'elles l'ont vécu dans leur chair, elles savent très bien qu'il n'y a rien de positif. Et l'objectif vraiment, c'est de convaincre ces communautés pour qu'à leur tour, ils convainquent leurs entourages pour arrêter ces mutilations. Il faut aussi mettre en valeur toutes les communautés qui ont compris et qui ont arrêté. Une coutume, ce qui fait qu'il faudrait convaincre ces femmes-là d'aller à l'encontre, d'arrêter de faire quelque chose qu'ils ont toujours connu comme étant la normalité. Exactement. Parce que faut pas oublier une chose aussi, c'est que les mutilations sexuelles féminines, en fait, c'est quelque part aussi une manière, je crois en tout cas, de faire en sorte que la femme puisse être acceptée dans la société. Parce que si ces femmes qui vivent dans les communautés où tout le monde est excisé, quand elles ne le sont pas, elles sont rejetées de la communauté. Parce qu'on mutile, parce qu'entre guillemets, on veut que la femme soit vierge ou que la femme arrive, on va dire, entre guillemets, pure. Mais ça, c'est parce que c'est la norme dans ces communautés-là. Et donc, le but des associations, c'est de démontrer qu'on peut changer la normalité et qu'une femme, pour être pure, pour être vierge, n'a pas besoin d'être mutilée. C'est l'éducation qui est essentielle. Et les mutilations sexuelles féminines, c'est aussi un moyen, parce qu'on parle de l'acte, mais c'est aussi un moyen de dominer la sexualité de la femme. Parce qu'il faut dire une chose, le clitoris, dans le corps humain, c'est le seul organe qui a juste une seule fonction. Le plaisir féminin. Du plaisir à la femme. Donc, si on le coupe, c'est que quelque part, on veut dominer sa sexualité.
Est-ce que ces femmes arrivent-elles à parler? Vous, je vois que vous êtes assez ouverte pour parler de ça. En même temps, c'est pas le même stade de maturité, de recherche que vous avez eu à faire. J'imagine que c'est un travail qui a pris du temps avant que ça soit aussi naturel d'en parler. Mais est-ce que d'autres femmes, pour elles, c'est simple d'en parler? La sexualité, en règle générale, est-ce qu'on en parle facilement? Non. Voilà, Surtout quand t'es noire. on est d'accord. La sexualité, peu importe d'où on vient, c'est pas un sujet qui est abordé facilement. D'autant plus que si on a été mutilé. Donc, ces femmes n'en parlent pas facilement. Et quand tu dis que moi ou même d'autres personnes en parlent facilement, effectivement, on a fait un travail parce que se rendre visible pour parler de ce qu'on a vécu dans notre intimité, c'est très difficile. Et l'objectif, justement, c'est que les femmes puissent se libérer, puissent en parler, parce que plus on en parle, plus le tabou tombe. Et c'est pour ça que nous, associations, on a un rôle fondamental à jouer. On doit mettre en place des actions ou des endroits pour que ces femmes se sentent en confiance, pour qu'elles puissent parler de ce qu'elles ont vécu. Et c'est pour ça que beaucoup d'associations ont compris ça. Ils mettent en place des groupes de parole pour que ces femmes puissent échanger entre elles. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai, moi, dès le début, quand j'ai appris mon excision, c'est la première chose que j'ai fait, c'est qu'on a besoin d'en parler parce que quelquefois, même dans une propre famille, on ne parle pas de ça. Donc, en parler, je pense que pour elles, c'est difficile, mais il faut juste les aider. Il faut que la parole soit présente comment dire, dans l'espace public et il faut que toutes les paroles et que toutes les histoires soient entendues. Les femmes, une fois qu'on apprend, qu'on a appris, qu'on a subi une mutilation, on se rend compte indirectement qu'on a une différence par rapport aux autres femmes normales. Et on tend à avoir un manque de confiance, une baisse d'estime de soi. Comment est-ce possible que les femmes puissent reprendre confiance et avoir une meilleure estime d'elles, de ne pas se sentir en dessous ou moins belle ou moins femme parce qu'il leur manque cet organe-là qui n'est plus là? En fait, c'est ce que on renvoie de nous. Alors, on sait que quand on parle, que ce soit dans les magazines, quand on parle de la sexualité, on parle toujours d'orgasme, on parle de plein de choses et quand on sait que le clitoris a qu'une seule fonction, qui est de donner du plaisir et que si on l'a coupé, bah, on se dit qu'en fait, on ne peut pas avoir de plaisir. Mais je pense que la question, elle ne peut pas se résoudre aussi simplement. Parce que la sexualité a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire que pour qu'une femme puisse avoir du plaisir, il faut que, un, elle ait confiance en elle, qu'elle ait l'estime d'elle, qu'elle connaisse son corps et que son partenaire aussi a un rôle puisque tout se passe bien. Et donc pour moi, le fait de ne pas avoir un clitoris, enfin, d'avoir été mutilé, peut engendrer ce problème d'estime et de confiance en soi. Et aussi, la femme peut se dire, il me manque quelque chose. Parce que c'est aussi une question que je me suis posée moi-même au moment où j'ai appris mon excision. Parce que je me suis dit, bah, en fait, il y a quelque chose qui me manque, en fait. C'est-à-dire que en tant que femme, il y a quelque chose qui me manque. Qu'est-ce que je vais faire sans cette chose-là? Et donc, on se pose beaucoup de questions, on cherche des informations. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est important, je pense, bah, de faire appel à des professionnels pour pouvoir poser des questions, se faire accompagner par des sexologues, etc. Et il y a aussi quelque chose qui est important de savoir, c'est que ces femmes aussi, elles doivent savoir qu'elles ont aussi la possibilité de faire une opération qui s'appelle la reconstruction, qui est une opération qui permet de reconstruire l'organe du clitoris parce que on n'en a pas parlé, mais le clitoris est un organe qui mesure à peu près entre 8 et 14 centimètres et la partie qui a été mutilée, c'est la partie externe. Il y a une partie interne et donc quand le chirurgien fait la reconstruction, il rouvre la cicatrice et il tire une partie du clitoris pour le reconstruire. Mais une fois qu'on a fait ça, imaginons quelqu'un qui a fait cette opération, je ne sais pas, qui fait cette opération à l'âge de 30 ans et qui a été mutilé très jeune comme moi, bah, il ne suffit pas juste d'appuyer sur un bouton, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut que cette femme aussi rentre dans un parcours pluridisciplinaire, qu'elle se fasse accompagner par une sexologue,
une psychologue, qu'elle aussi, elle fasse, un travail pour reprendre confiance en elle et l'estime d'elle et je pense que à partir de ce moment-là, elle peut reprendre confiance en elle et estime de la mais ça ne se fera pas, du jour au lendemain. Il lui faut vraiment un accompagnement complet et aussi quelque chose qui est important, il faut que la femme connaisse son corps. Il faut qu'elle ose, heu heu, comment dire? Savoir ce qui lui fait du bien ou pas du bien et ça aussi, c'est quelque chose de tabou. Donc j'ai envie de te dire que la sexualité, c'est quelque chose de tellement compliqué et qu'on ne peut pas juste donner une réponse, comme ça et dire, «Oui, les choses vont s'arranger», donc effectivement, les femmes peuvent souffrir de non-confiance et pas d'estime. C'est nos rôles à nous, des associations ou structures, de les accompagner. Vous avez des structures comme, les Orchidées Rouges à Bordeaux qui accompagnent les femmes dans un parcours pluridisciplinaire. Vous avez aussi des structures comme la Maison des femmes dans la région parisienne à Saint-Denis qui accompagnent les femmes et vous avez aussi des associations qui permettent aux femmes d'avoir accès à ces soins comme l'association Jamadigi. Donc voilà, c'est important de ne pas rester dans son coin, d'en parler et de faire appel à des professionnels pour les accompagner. Les opérations, est-ce qu'elles sont abordables? Les prix, est-ce qu'ils sont abordables ou remboursés en France, par exemple? En fait, en France, la chirurgie, réparatrice, elle est prise en charge, à 100 par la sécurité sociale. Donc oui, les femmes peuvent, y recourir. Mais il y a quelque chose aussi d'important que je voudrais souligner, c'est Mhm. qu'avant d'y recourir, c'est aussi important, heu, de prendre le temps, d'y réfléchir, parce que la chirurgie, comme je vous ai dit, c'est une solution, mais ce n'est pas que la solution parce que, les femmes, elles sont complexes aussi. Donc c'est important que la femme se fasse accompagner, qu'elle réfléchisse avec un professionnel sur, quelle sera la meilleure solution pour elle. C'est pas parce que pour une autre, la réparation a fonctionné que pour soi que ça fonctionne. Donc c'est important de prendre le temps, d'en discuter, avec des professionnels, d'apprendre déjà à, à se réapproprier son corps et cetera. Parce que, c'est primordial. Moi, autour de moi, j'ai des personnes qui ont fait le choix, de pas faire de réparation, malgré qu'elles soient, mutilées, mais qui sont épanouies, dans leur sexualité. Si on veut parler un peu de sexualité, on a parlé du fait qu'on n'a pas de clitoris, malheureusement, donc ça peut nous baisser notre estime de soi et tout. Dans votre expérience, par exemple, est-ce que ça a été? On disait qu'on ne ressent pas de plaisir sexuel. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça aussi, ça dépend de la femme et ça dépend aussi de comment on se sent. Ça rejoint un peu la question, qu'on a eue. C'est vrai que souvent on entend qu'une femme qui a été, mutilée, heu, ne ressent pas de plaisir. Alors ça, c'est aussi des idées reçues parce qu'une femme qui n'a pas été mutilée peut aussi ne pas ressentir de désir. Donc c'est vraiment un état d'esprit, c'est comment la femme se sent, dans son corps, dans sa tête, comment elle se sent avec son partenaire et aussi est-ce qu'elle connaît son corps? Est-ce qu'elle sait ce qui lui fait plaisir ou pas? Donc c'est vraiment, un échange avec son partenaire et comme tu m'as posé la question, directement, je vais te répondre, sans langue de bois. Moi, avant de découvrir que j'ai été excisée, de toute façon, j'avais pas eu de comparaison et j'ai fait le choix, en tout cas, il y a quelques années de ça, de faire, la réparation parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, en tant que femme et je voulais vraiment, faire cette opération et du coup, aujourd'hui, je peux te dire qu'effectivement, avant l'opération, j'avais, une sexualité qui était, épanouie et elle est, encore plus maintenant parce que, je me sens, femme, je me sens, bien et j'ai aussi, travaillé sur moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis, épanouie, en tant que mère, en tant qu'épouse et donc du coup, tout se passe bien. Tout ça pour te dire que, la réponse, elle est pas simple, ça dépend de chaque femme et qu'il faut que chacune, hem, comment dire? Travaille sur ça et puisse, déjà mieux se connaître. Voilà, c'est important. Il faut se connaître
pour pouvoir atteindre ça. Donc, il ne faut pas écouter les idées reçues. Oui, le clitoris est un organe qui est dédié au plaisir. Oui, on nous l'a mutilé. Oui, on a plus de risques peut-être à ne pas avoir de plaisir, mais on peut quand même l'avoir. Il ne faut pas rester sur ces idées reçues-là. Quel rôle peuvent jouer les communautés concernées afin de faire évoluer les mentalités et faire avancer la cause des mutilations sexuelles féminines? En fait, quand on parle de communauté, je pense que là, on parle vraiment, tu sais, au plus large de les communautés qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines. En fait, pour moi, elles ont un rôle essentiel parce que c'est dans les communautés qu'on pratique les mutilations sexuelles féminines. Et je pense que nous, les associations, les organisations, on doit prendre en compte leurs paroles. Et pour cela, on doit les former, on doit aussi les sensibiliser pour qu'eux, à leur tour, ils puissent porter la parole auprès de leur communauté parce qu'en plus, ils ont les codes socio-culturels, ils savent comment aborder ces thématiques avec eux. Donc, nous, vraiment, en tant qu'association, notre rôle, c'est de les accompagner, les former, les impliquer et aussi, surtout, leur donner la parole. Parce que c'est par les communautés que les choses vont changer. Parce que souvent, par exemple en France ou dans d'autres pays, les leaders communautaires, ils sont là pour accompagner et c'est de là que les choses ont changé en fait. Et, on les écoute, ils connaissent nos codes, quelquefois ils maîtrisent aussi les langages, donc c'est important qu'on les implique. Donc pour moi, c'est primordial. Et dans les communautés aussi, j'entends les hommes. Hein, les hommes, ils ont un rôle primordial en fait. Parce que souvent, on dit que l'excision, c'est une affaire de femme. Quand on en parle, on dit ah, mais c'est une affaire de femme. Mais on excise pourquoi? On excise pour que la femme puisse être mariée. On excise pour que la femme arrive vierge à son mariage. Donc pour moi, le rôle des hommes, elle est primordiale. Parce que c'est à eux de dire que non, stop, on ne veut plus que nos femmes souffrent. On ne veut plus que nos femmes aient cette souffrance. On ne veut plus que nos femmes ne veulent pas, je ne sais pas, avoir du plaisir, etc. Non. Et quand les hommes vont décider de dire que stop et qu'ils vont nous accompagner, que dans la main, on va avancer, je pense que les choses changeront. C'est pour ça que dans les associations, on aimerait que les hommes soient présents. Il y en a qui sont présents, mais on en voudrait encore plus pour qu'ensemble, on se batte contre cette pratique qui, je le répète, n'a aucun bienfait sur la femme. Et aussi le rôle des leaders religieux, parce que souvent on entend que l'excision, c'est la religion. Non, il n'y a aucune religion. L'excision, c'est pratiqué dans les communautés musulmanes, dans les communautés chrétiennes, dans les communautés animistes. Donc, il est vraiment important que tous les acteurs soient mobilisés pour, pour cette lutte, quoi, pour l'abandon des mutilations sexuelles féminines. Vous avez évoqué au début que Excision Parlons-en était une association de plusieurs associations. Oui, c'est un réseau. Dites-nous un peu plus sur ce réseau. Est-ce qu'il est en France ou... Excision Parlons-en, comme je l'ai expliqué, c'est un réseau d'associations. On a à peu près une trentaine, que ce soit des associations physiques, des experts, etc. Nous, notre association, elle est basée en France. Au sein de notre réseau, nous avons des associations qui ont des antennes dans les pays ou dans les communautés concernées. Et notre objectif, en tout cas, c'est de faire entrer de plus en plus d'associations qui ont des réseaux dans les pays concernés pour que justement on puisse mener des actions conjointement avec les pays qui sont concernés par les mutilations sexuelles féminines. Donc oui, on est en France, mais nous avons au sein de notre réseau des associations qui ont des antennes dans les pays concernés. D'accord. Est-ce que vous avez un chiffre ou pas du tout? Alors, comme nous sommes un pays francophone, nous avons essentiellement dans nos associations
des antennes qui se trouvent sur le continent africain, au Sénégal, au Mali, en Guinée, comme c'est la communauté la plus présente au sein de la France. Donc effectivement, mais notre objectif vraiment, c'est d'étendre le réseau parce que les mutilations sexuelles féminines, ça concerne tous les continents, ça concerne plus de 92 pays dans le monde, l'Indonésie, le Moyen-Orient. Donc notre objectif vraiment, c'est d'avoir des antennes partout dans le monde pour qu'on puisse avoir des informations qui arrivent de partout. Parce que selon d'où on vient, les sensibilisations et les actions n'avancent pas de la même manière. Le leadership féminin pour vous, qu'est-ce que c'est, Ramata? En fait, on entend beaucoup ce mot, leadership, en ce moment. Et moi, je pense qu'en fait, le leadership féminin, en fait, c'est le savoir-être en fait, d'une femme. En fait. C'est inné. Et en fait, il y en a certaines qui en ont conscience et d'autres pas. Et donc, pour moi, le leadership, c'est, si je devais donner un synonyme, c'est battante, c'est la capacité à une femme de mener de front plusieurs, plusieurs choses à la fois. Elle a plusieurs casquettes. Elle est à la fois mère de famille, elle est épouse, elle est présidente d'une association, elle travaille, elle est une personne qui crée un média en ligne et qui met en valeur d'autres femmes. Elle a plusieurs casquettes. Donc c'est pour moi, c'est ça le leadership. C'est la femme, en fait, c'est le savoir-être de la femme. C'est super, c'est une très bonne façon de voir. Et moi, je voudrais juste rajouter, en tout cas, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, c'est dans le leadership féminin, c'est surtout les femmes qui se prennent en main pour contrôler leur destin, peu importe ce qui leur a été fait auparavant. Parce que là, elles ne contrôlaient pas, mais maintenant, elles contrôlent. Exactement. C'est la capacité à une femme de contrôler et de mener sa vie comme elle le souhaite. C'est pour ça qu'on voulait mettre en avant, en tout cas pour cette journée, toutes ces femmes qui au quotidien œuvrent pour que les choses avancent. Un mot de la fin, Ramata? Le mot de la fin que j'ai envie de vous dire, je vais boucler un peu, c'est croyez en vos rêves, ne vous laissez pas déstabiliser, même si vous vous retrouvez un peu enseveli, que vous dites que vous n'allez pas arriver, croyez en vous et tout ira bien. Vous êtes des femmes battantes, il faut pas lâcher et un jour viendra en tout cas où les choses changeront pour nous et ça commence à changer et les femmes quand elles sont unies, elles font des merveilleuses choses et ne lâchons rien du tout pour l'avenir de nos filles. Et moi j'ai une fille, je vais finir sur ça, je lui dis toujours que la première des libertés pour une femme, c'est l'éducation. Donc il est important d'être éduquée, car une femme éduquée, c'est une femme libre. C'était vraiment super. Donc l'événement d'aujourd'hui continue sur les réseaux sociaux. Les conférences, elles auront lieu à partir de 14h. On va aborder plusieurs thématiques. Comme je vous l'ai dit, il y a la thématique autour de l'implication des jeunes sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. On va parler de l'asile et de l'excision et on va aussi aborder la thématique de la sexualité. Et bien sûr, on vous propose aussi des temps, des interludes musicaux pour pouvoir égayer toutes ces journées. Venez à notre rencontre pour échanger, pour essayer de changer le regard sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. On vous attend vraiment nombreux. Connectez-vous. Vous aurez l'information sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et bien sûr sur les sites internet. Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Comme Ramata l'a dit, allez rejoindre l'événement parce que c'est vraiment important. Parce que lorsqu'on participe aussi, on contribue à la lutte. Donc pour arrêter ces pratiques, abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode.